Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous montrer, ce ne sera pas des démonstrations, ça va être en fait une démarche de résolution qui est vraiment importante. On l'a déjà vu quand j'ai fait la leçon 1 et 2 de cette unité-ci, mais je veux la revoir. Ça s'appelle la stoichiométrie, puis c'est des calculs que l'on fait pour prédire quelle quantité spécifique, quelle quantité précise de produits on va obtenir lorsqu'on fait une réaction chimique. Ou ça peut aussi être utilisé pour calculer la quantité d'ingrédients, de réactifs nécessaires qu'on a besoin pour obtenir une certaine quantité de produits. Bon, je vais vous montrer ça maintenant. Ça fait que, vu que la stoichiométrie, c'est pour les réactions chimiques, je vais commencer par un exemple d'une réaction de synthèse. Puis je ne mets même pas des vrais produits chimiques ici, je vais juste mettre des choses comme exemple ici. On va dire que je combine deux réactifs qui vont me donner un produit. Ce qu'il y a comme information quand on fait de la stoichiométrie, essentiellement, on va dire, ça c'est une des questions qui sont possibles. On va dire que je prends 35 grammes de la substance A. Combien de grammes de la substance B ça va me donner? Là, vous savez que même si les deux substances, on va dire que les coefficients seraient 1 partout en avant, que même dans un cas comme ça, ça ne veut pas dire que les deux substances donnent la même quantité parce que leur masse n'est pas nécessairement pareille. Mais pour m'assurer que c'est bien compris, je vais mettre des faux coefficients en avant. Tiens, je vais mettre 3, 2, puis on va dire que celui-là, c'est 5. On va dire que ça serait votre équation équilibrée. Je te dirais, si je prends la substance A, je la fais réagir avec la substance B, combien de substance C est-ce que je vais obtenir en masse? Ça fait que la stoichiométrie commence toujours par identifier la substance, la masse de la substance C, c'est ça qu'on recherche. C'est-à-dire que les unités qu'on va rechercher, vu que c'est une masse, les unités qu'on va rechercher, c'est des grammes de la substance C. Parce que les grammes de A, les grammes de B, les grammes de C, c'est pas la même substance. Il faut absolument identifier quelle substance on a. Puis nous autres, vu qu'on a ici, on commence avec 35 grammes, tu mettrais ça, j'ai 35 grammes en partant, mais c'est de la substance A. Tu écrirais 35 grammes de la substance A. Là, nous autres, à partir de là, je vais sortir la feuille de stoichiométrie. Cette feuille-ci va vous guider pour la démarche. J'ai une certaine quantité de substance A et je cherche une certaine quantité de substance C. Il est écrit B ici, mais c'est juste pour indiquer deux substances différentes. Fait que la stoichiométrie fait toujours un passage de substance A à substance B. Fait que je m'en irais. Ça veut dire que pour me rendre de la masse que j'ai de la substance A, qui était 35 grammes, puis je voudrais me rendre à la masse recherchée de substance C, j'aurais 1, 2 et 3 conversions à faire. Donc, quand je vais faire mon calcul, je prépare 3 parenthèses avec des rapports de conversion dedans. Mon gramme de A, je l'écris en bas parce que je veux le convertir en quelque chose. Bon, tu peux aller voir dans le tableau. Puis ça va te montrer que si tu pars de grammes de A, il faut que tu le convertisses en mol de A. C'est toujours A ici. Puis ensuite, de mol de A, je vais le convertir en mol de la substance C. Lui ici. Puis ensuite, de mol de la substance C, je vais le convertir en grammes de la substance C. Ça fait que ça, c'est tes étapes que tu peux voir dans ton tableau. Je vais les répéter. Gramme de A, je le convertis en mol de A. Mon mol de A, je le réécris en bas ici pour qu'il puisse s'annuler avec lui. Je vais le convertir en mol de la substance C. Puis mol de la substance C, je le réécris en bas pour le convertir en grammes de la substance C. Fait que je veux rappeler à tout le monde, c'est toujours en diagonale que tu rentres tes choses. Puis si vous remarquez, je n'ai pas écrit de gauche à droite. J'ai écrit de gauche à droite, mais je veux dire, je suis les démarches dans le tableau. Maintenant, je vais devoir remplir l'information là-dedans. Ce que je peux vous dire comme des trucs. Un des trucs, c'est aussitôt que tu as mol avec quelque chose d'autre, mets un 1 vis-à-vis mol. Mol, une mol, c'est quelle masse? Une mol, c'est quelle masse? Ici, j'ai mol avec mol. On va le garder pour après celui-là. Quand tu cherches le rapport entre la masse et le nombre de mol, la masse ici et le nombre de mol, le rapport, c'est la masse molaire. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes ton tableau périodique et tu trouves c'est quoi la masse de une mol de la substance A. Je sais qu'il y a un 2 en avant ici,
mais ce n'est pas le 2 qu'on regarde, c'est uniquement une mole de la substance A. Ce 2-là, on va l'utiliser tout à l'heure, mais pas tout de suite. Fait que pour la substance A, quelle masse ça a? Ça fait que dépendant de la composition de la substance A, on va dire que la substance A, c'était du H2O, mais je trouverais c'est quoi la masse de 1 hydrogène plus 1 hydrogène plus 1 oxygène, puis je pourrais indiquer cette masse-là là-dedans. Fait que je dois aller chercher dans mon tableau périodique. Fait que pour tout de suite, vu que A, c'est pas de l'eau, okay, je vais juste mettre ça A, on fait semblant qu'on connaît, qu'on l'a trouvé dans le tableau périodique, puis on va dire que ça pèse, une mole de ça pèse 72,37 grammes. On va dire, j'ai sorti ça de mon chapeau, là. Je referai exactement la même chose pour lui. Une mole de la substance C, ça représente quelle masse? Fait que là, dépendant de la formule chimique de la substance C, je pourrais indiquer la masse que ça représente. Encore une fois, j'additionnerai la totalité des masses de chaque atome, je l'indiquerai ici. Le 5 ne va pas là. Tu ne fais pas 5 fois ça. Ce 5-là, ici, il faut se rappeler que cette parenthèse-là, c'est une seule mole, pas 5 moles. Une mole de la substance C. Ça fait qu'une mole de la substance C, on va dire que je vais vérifier dans le tableau périodique, puis on va dire que c'est une masse de 137,22 grammes, au hasard. Maintenant, ma parenthèse centrale, ça c'est une qu'on n'a jamais faite avant. La parenthèse centrale représente cette conversion-là, de mol de A jusqu'à mol de C. Si tu regardes entre les deux, il te dit ici, tu regardes les coefficients de ton équation équilibrée. Ça fait que les coefficients, c'est ces chiffres-là. Les coefficients, le coefficient de A, c'est un 2. Puis le coefficient de C, c'est un 5. Tu sais, je vous disais tout à l'heure, le 2, tu ne le fais pas dans le calcul ici, c'est parce qu'il est ici. Le fois 2, 2 fois ça, se retrouve ici. Là. Même chose que le 5 fois ça, il se retrouve ici. Fait que tu ne le mets jamais dans parenthèse, tu mets toujours dans son rapport des coefficients. Puis une fois que tu as fait ça, je ne ferai pas le calcul, mais tu ferais 35 fois 1 fois 5 fois 137, divisé par 72, divisé par 2, divisé par 1. Tout ce qui est au dénominateur, tu divises. Tout ce qui est au numérateur, tu multiplies. En vous rappelant que les divisés par 1 puis les multiplier par 1, tu peux les ignorer. Si tu veux, tu peux aussi faire 35 divisé par 72 fois 5 divisé par 2 fois 137, puis tu auras aussi la même réponse. Fait que la technique demeure toujours cette technique-là. Puis ça marche pour n'importe quelle substance. Dans le cas que j'avais là, j'avais la substance A, 35 grammes de la substance A, combien que ça me donne la substance C. Je pourrais reposer une autre question puis demander, ben si j'ai 35 grammes de la substance A, combien de grammes de la substance B ça me prend pour avoir une réaction équilibrée? Ça pourrait être le contraire aussi. Si je veux obtenir, je ne sais pas moi, 150 grammes de la substance C, combien de A et combien de B ça me prend? Juste en passant, si je demande, si on dit je te donne la masse de C que je veux obtenir, je ne peux pas te demander d'un seul coup de me trouver A et B. Je peux te demander de trouver A et ensuite je peux refaire un autre calcul pour trouver B. Ça fait que la stoichiométrie te permet, à partir d'une quantité d'une des substances dans ton équation, elle te permet de trouver la quantité de n'importe quelle autre substance dans ton équation. Mais tu ne peux pas trouver la quantité de chacune des autres d'un seul coup. Si tu as 10 substances dans ton équation et tu veux savoir la quantité de chacune, ben tu vas avoir 9 calculs à faire pour chacun des 9 que tu n'as pas par rapport à celle-là que tu vas avoir. Okay? Bon, ça, c'est la stoichiométrie. C'est le principe de base de la stoichiométrie. Je vais vous faire un deuxième exemple maintenant pour vous parler de ce qu'on appelle le réactif limitant. Donnez-moi une seconde, je vais aller changer de plume pour 2 couleurs. Bon. Le principe du réactif limitant. Le principe, c'est essentiellement, il faut comprendre que quand on fait une réaction chimique, on n'a pas nécessairement calculé toutes les quantités parfaites à avoir. En fait, quand vous étiez en 9 et 10, vous faisiez vos réactions chimiques, on faisait juste prendre certaines quantités, puis on les mélangeait, puis on observait. Notre but, c'était pas de mesurer et d'avoir une quantité précise. Notre but, c'était d'observer quelle couleur ça va être, combien de temps ça fait. C'est-tu exothermique, c'est-tu endothermique, ça fait du kaboom, ça fait du... Okay? On avait des observations qualitatives à faire. Là, c'est des observations quantitatives. Ça veut dire que maintenant, il va falloir qu'on tienne compte des quantités qu'on met dedans. Maintenant, des fois, on a des quantités qui sont décidées pour nous autres. Puis dans ce cas-là, je vais vous donner un exemple. On va dire que je te dis
que je veux bâtir une voiture ou je veux bâtir le maximum de voitures que je peux. Puis je te dis, garde, j'ai plein de matériel. J'ai un stockyard, de plein d'outils, de plein de matériel, puis je peux faire plein de voitures. Là, j'ai un inventaire de plein de choses, mais cet inventaire-là, il n'est pas exact un par rapport à l'autre. Ça veut dire que j'ai peut-être, on va dire que j'ai 28 roues de voiture, 125 steering wheel, 23 bancs. Puis tu peux te retrouver que avec toutes les quantités de choses que j'ai là, je peux faire plusieurs voitures, mais il va y avoir une de ces quantités-là qui va limiter la quantité de voitures que je peux obtenir. Par exemple, si j'ai 28 roues, le maximum de voitures que je peux faire, mais puisqu'une voiture prend 4 roues, le maximum de voitures que je peux faire, 28 divisé par 4, c'est 7. Je ne pourrais pas faire plus que 7 voitures, même si j'ai 32 moteurs, même si j'ai 72 bancs, même si j'ai 2000 bumpers, mes roues vont limiter la quantité. C'est ça qu'on appelle l'ingrédient limitant, ou dans le cas de la chimie, le réactif limitant. Quand on fait une réaction chimique, ça arrive des fois qu'on n'a pas suffisamment de toutes les quantités, et donc un des réactifs va nous empêcher d'obtenir un maximum. Il va nous limiter à la quantité que lui est capable de produire. Je vais vous donner un exemple de ça maintenant ici. On va dire que j'ai le réactif, tiens, sur là, je vais prendre X plus Y qui me donne Z. En passant, j'ai refait une autre réaction de synthèse ici. Ça peut être n'importe quelle réaction. Ça peut être déplacement simple, déplacement double. Puis là, je vais équilibrer cette équation-là, puis une fois qu'elle est équilibrée, on va dire que lui, c'est un 2, celui-là, c'est un 4, puis celui-là, c'est un 3, on va dire. Là, n'oubliez pas que ce ne sera pas écrit X, Y, Z. Hein, il va être écrit H2SO4, puis des formules chimiques CH3, CH2, CO5, on va dire. Fait que nous autres, ce qu'on fait d'habitude, on identifie chacun des réactifs par une lettre de l'alphabet pour simplifier. C'est sûr que dans l'exemple que j'ai ici, je ne serais pas obligé parce que j'ai déjà des lettres, mais j'étais juste trop paresseux pour écrire des formules chimiques au complet. Mais on les identifierait par une lettre pour nous simplifier la vie. Puis si je te dis, on va dire que je vais reprendre 35 grammes, on va dire que j'ai 35 grammes de la substance X, A, puis j'ai 22 grammes de la substance B, combien de grammes de la substance C que je veux obtenir? Ça ici, ça serait un cas de réactif limitant. La raison que je dis ça, on peut le reconnaître, c'est que cette fois-là, je ne t'ai pas donné une seule quantité. Je t'ai donné la quantité d'un réactif et je t'ai donné la quantité de l'autre réactif. Puisque je connais la quantité des deux réactifs de départ, forcément, un de ces deux réactifs-là va runner out avant l'autre, nécessairement. Ce n'est pas nécessairement lui qui en a le moins, parce que ça dépend de combien il y en a de besoin, puis ça dépend de la masse qu'il y a. Ça, c'est comme mes roues de char de tout à l'heure, puis ça serait comme mes moteurs. J'ai bien beau avoir 50 moteurs, si j'ai 28 roues, je peux juste faire 7 chars, pas plus que ça. Si j'ai 50 moteurs, je pourrais faire 50 chars et 50 moteurs, mais j'ai pas assez de roues pour en faire 50. Ça fait que ce qu'il faut faire quand tu as une situation même, c'est la même technique que tout à l'heure. Le but, c'est d'identifier c'est quoi la masse du produit C qu'on va obtenir. Tu écris le symbole, tu l'identifies, tu écris l'unité et tu l'identifies par la lettre que tu as indiquée en haut, au lieu d'écrire la formule chimique au complet. Puis là, maintenant, tu vas commencer par un des deux. Je vais commencer par 35 grammes de A, puis je vais faire la conversion pour trouver des grammes de C. Si je regarde ma feuille de calcul, vous allez voir que c'est 3 étapes. Ma première étape, c'est de convertir mes grammes de A en mol de A, la même chose que tout à l'heure. Ma deuxième étape, selon le tableau, je peux bien le montrer, c'est des mols de A en mol de C en grammes de C. Fait que mol de A en bas, mol de C en haut, mol de C en bas, toujours en diagonale, grammes de C en haut. Puis là, on fait la même procédure que tout à l'heure. Mais une mol, c'est quelle masse pour ma substance A? Puis là, je vais vérifier dans le tableau périodique, dépendant de la formule chimique. Puis on va dire que je trouve que ça pèse 101,52. Mol de A puis mol de C, c'est les coefficients. Mol de A, le coefficient, c'est 2. Mol de C, le coefficient, c'est 3. Puis ensuite, pour le dernier, tu mets 1 toujours vis-à-vis mol. Combien de grammes ça pèse pour une mol de cette substance-là? Puis une mol de ça, on va dire qu'en ayant mesuré, ça pèse 172,99 grammes.
là, tu pourrais faire le calcul, puis ça te donnerait une certaine quantité. Je ne ferai pas de calcul au long, je ferai 35 divisé par 101,5 fois 3 divisé par 2 fois ça. Ça me donnerait ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule. Il me reste des grammes de la substance C. Ça me donnerait une certaine quantité. Le calcul que je viens de faire là, ça me dit, avec 35 grammes de cette substance-là, je peux obtenir, dans un cas parfait, un maximum de tant de grammes de la substance ici. Cependant, puisque j'ai aussi 22 grammes de la substance B, je dois refaire le même calcul ou un calcul très similaire, mais cette fois-là, je vais essayer de trouver combien de chars, combien de substance C je peux obtenir avec la 22 grammes de la substance B. Puis tu refais le même genre de calcul. Fait que je pars de grammes de B, je me rends en mol de B. C'est toujours en mol quand tu veux convertir d'une lettre à une autre. De mol de B en mol de C, puis de mol de C en gramme de C. Fait qu'une mol de la substance B, ça pèse, je vais voir dans le tableau périodique, c'est pas ça en passant, ça c'est la masse que j'avais en partant. Une mol dans le tableau périodique, dépendant de la formule chimique, ça pèse, on va dire, 79,31. B et C, le B, le coefficient c'est 4, C, le coefficient c'est 3. Puis maintenant, la dernière parenthèse, si vous remarquez, la dernière parenthèse, elle est parfaitement identique à la dernière parenthèse du reste. Fait que je peux même réécrire. Une mol de la substance C, c'est toujours 172,99 grammes. Et cette fois-là, je referai le calcul pour obtenir une certaine quantité de C. Ça ne veut pas dire que ces deux masses-là, il faut les additionner. Ça ne veut pas dire que ces deux masses-là sont bonnes. Ça ne veut pas dire non plus que j'ai fait deux calculs qui vont me dire la vérité. En fait, celui qui donne la plus petite valeur, c'est lui le bon calcul. C'est comme mes roues de char tout à l'heure. Même si j'avais 50 moteurs, ça me donne 50 chars au maximum. Mais si j'ai 28 roues, ça me donne juste 7 chars. C'est les roues qui vont limiter le reste, parce qu'une fois que j'ai plus de roues, je ne peux plus faire de char, même si j'ai assez de moteurs pour continuer. Mais c'est la même chose ici. Celui parmi ces deux substances-là, parmi A et B, celui qui me donne le calcul avec le plus faible quantité de produit, c'est lui le bon. Fait que si on va dire que lui, je faisais le calcul de ça, puis j'obtiendrais, je ne sais pas c'est quoi, mais on va dire un chiffre, là, 151,37. Puis l'autre, j'obtiendrai en faisant cela 122,2083. Bien, puisque lui est plus petit que lui, celui-là, ce calcul-là, n'est pas bon. C'est pas que le calcul est faux, c'est pas que tu as fait des erreurs. C'est que ce calcul-là ne se produira pas parce que tu vas épuiser, tu vas runner out de la substance B avant que toute la substance A ait pu réagir pour donner ça. C'est la quantité maximale. C'est le réactif limitant. Ce serait celui-là, parce que c'est lui qui me donne la plus petite quantité de produit. Fait que les calculs sont identiques comme l'autre. C'est les mêmes calculs, sauf que tu fasses deux fois. Comment tu fais pour reconnaître un problème de réactif limitant? Bien, le problème va te dire réactif limitant, mais s'il ne le dit pas, tu peux le reconnaître parce que tu connais la masse du premier réactif et la masse du deuxième réactif. Fait que si tu connais en partant les masses que tu vas utiliser pour chacun des réactifs, il y en a un des deux qui va te donner une fausse réponse. Une réponse théorique bien, mais expérimentale pas bien parce que c'est lui qui va limiter le B, dans ce cas ici, qui va limiter. Ça fait que quand tu es réactif limitant, tu dois faire le même calcul à deux reprises pour vérifier lequel te donne la plus petite valeur, puis c'est celui-là qui est le bon calcul. L'autre, tu ne l'effaces pas, tu veux je mette une barre par-dessus. Puis ça veut dire que si tu avais d'autres calculs à faire avec ce problème-là, il faudrait toujours que tu partes de lui. Celui-là, cette valeur-là, te donnerait des faux résultats expérimentaux. Fait que tu prendrais tout le temps, une fois que tu l'identifies. Fait que ça, c'est comme ça que tu reconnais le réactif limitant. Puis maintenant, je fais le dernier exemple. Le dernier exemple, si je peux trouver une feuille blanche quelque part. Excusez. Tiens, c'est bon. Laissez faire tout ça. Okay. Ça fait que si j'ai un dernier exemple, on va dire que maintenant, je vais aller avec, tiens, je vais faire une vraie réaction cette fois-là. Là. CH4 plus O2 qui me donne CO2 plus H2O. C'est une réaction de combustion. Puis si je veux l'équilibrer comme il faut, ben j'ai un carbone, 4 hydrogènes, fait que je mets un 2 ici. J'ai 2 oxygènes plus 2, ça fait 4, fait que je peux mettre un 2 là. Je pense que tout est équilibré. C'est beau. Ça, c'est ma réaction. Première étape,
Assure-toi d'identifier chaque substance par une lettre qui va te permettre d'écrire ton calcul plus simplement. On a équilibré. Puis maintenant, voici ce que je vais faire. On va dire que je te dis que j'ai 100 grammes de la substance A. Fait qu'avec 100 grammes de la substance A, j'ai réussi à obtenir, je sais pas moins, 37 grammes d'eau. Ça, c'est la quantité que j'ai obtenue. Okay. Moi, ce que je te demande, c'est quoi mon pourcentage de rendement? Le pourcentage de rendement, ceux qui ont pris physique, c'est le même principe. Essentiellement, c'est une comparaison en pourcentage de combien tu as réussi à obtenir de produits par rapport à la quantité que tu as calculée que tu étais censé obtenir. Ça fait que si je te dis que j'ai fait une expérience où j'ai brûlé du tétrahydrure de carbone, puis j'ai obtenu 37 grammes d'eau avec 100 grammes de tétrahydrure de carbone, c'est quoi mon pourcentage de rendement? Fait que je veux que vous compreniez que ce 37 grammes-là, ce n'est pas un chiffre qu'on utilise pour faire des calculs. C'est un chiffre qu'on a obtenu après une expérience. Ça fait que les expériences sont jamais parfaites. On en perd tout le temps un petit peu. Il y a tout le temps des choses qui restent collées sur le bord du bécher, on échappe, les réactions ne sont pas toujours complètes, mais c'est très rare qu'on réussisse à obtenir la quantité prédite par stoichiométrie. Ça fait que moi, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'il faudrait que je fasse un calcul pour trouver c'est quoi la masse de D, H2O, pas H2O, des grammes de D, c'est du H2O, mais la masse de la substance D que j'aurais été censé obtenir avec 100 grammes. Fait que je partirais de mon 100 grammes de la substance A. Ça me prend 3 parenthèses pour le convertir, pareil comme les autres problèmes. Je pars de grammes de A, qui est en haut ici, puis je convertis ça en mol de A. Mol de A en mol de D. Mol de D en grammes de D. C'est les grammes que je cherche. Lui va s'unir avec lui, lui avec lui, lui avec lui. Fait que ma substance A, une mol de la substance A, je sais que le carbone pèse 12 environ, puis l'hydrogène pèse 4. Fait que ça a une masse d'à peu près 16 grammes. C'est pas exactement ça, mais dans le tableau périodique, tu pourras avoir la masse parfaite. La substance A, son coefficient, c'est 1. La substance D, son coefficient, c'est 2. Puis une mol de la substance D, l'oxygène a une masse de 16, puis l'hydrogène a une masse de 2, de 1 chacun, ça veut dire 18 au total. Puis là, je pourrais faire mon calcul. Ça veut dire 100 grammes fois 2 fois 18 divisé par 16. Cette fois-là, je vais faire le calcul pour de vrai. Fait que 100 fois 2 fois 18 divisé par 16, j'aurais été supposé d'obtenir 225 grammes de substance D d'après mes calculs. Okay? Mais ça, c'est la valeur théorique. En réalité, j'ai obtenu juste 37 grammes. Ça serait vraiment un rendement de scrap total, là, si vous avez un rendement de même. Mais ton pourcentage de rendement, c'est toujours la valeur que tu as réellement, même si elle n'est pas bonne, réussi à obtenir, divisé par la valeur que tu as calculée, que tu étais censé obtenir. Puis pour le mettre en pourcentage, tu fais x100. C'est comme une note de test. J'ai eu 37 sur 225, qui serait pas bon. Tu fais ton calcul, puis là, j'obtiendrai un rendement de 37 divisé par 225 fois 100, qui me donne un pourcentage de 16,4 %, qui serait totalement pourri, tu te fais éclairer tout de suite. Généralement, en chimie, si on peut aller chercher des pourcentages de rendement d'en haut de 90 %, on est vraiment fiers. N'importe quoi en haut de 70 % en industrie, quand c'est des processus très complexes, c'est bon aussi. Si tu es Walter White dans Breaking Bad, ceux-là qui ont vu ça, là tu as 95 % et plus, même 97 % il me semble qu'il y avait, ça serait incroyable comme pourcentage de rendement. Mais essentiellement, le calcul de pourcentage de rendement, c'est encore une fois le même calcul de stoichiométrie, puis tu as une vérification du pourcentage après, puis c'est le même calcul que les deux autres exemples avant. On reconnaît les problèmes de pourcentage de rendement lorsqu'on te donne une masse de réactifs et une masse de produits obtenus aussi. Ça fait que la masse du produit obtenu n'est jamais un chiffre que tu vas mettre dans tes calculs, c'est un chiffre que tu veux utiliser comme pour fin de comparaison pour déterminer ton pourcentage. Peut-être dernière petite chose, si on va dire que je t'avais dit que j'avais 25 grammes d'oxygène, 100 grammes de lui, puis 37 grammes de lui, bien ça, c'est un problème de pourcentage de rendement parce que cette valeur-là, c'est une valeur expérimentale, mais c'est aussi un problème de réactif limitant parce que je te donne du réactif. Fait qu'il faudrait que je fasse un calcul avec lui
comme je viens de faire. Donc, je refasse un calcul avec lui pour retrouver une valeur. Puis la plus petite valeur des deux, ce serait ça, la valeur théorique que j'indiquerais dans mon calcul de comparaison ici. Bon, je ne vous écœurerai pas plus que ça, c'était pas mal long. Je m'excuse. Bye bye tout le monde, bonne fin de semaine.